Bonjour. Oui, on m'entend. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation à votre journée. Je suis toujours ravie de pouvoir venir, même si je ne peux pas malheureusement aujourd'hui rester très longtemps. Mais en tout cas, je lirai avec attention les productions qui seront faites tout au long de cette journée. Donc effectivement, je suis donc Sylvie Escalon. Je me présente encore parce que je suis arrivée il n'y a pas encore très très longtemps, parce que j'ai repris en juin la chefferie donc de projet de la mission maladies rares de la Direction générale de l'offre de soins, donc au ministère chargé de la Santé. Et donc, je suis arrivée, j'allais dire, dans un timing qui, pour moi, est extrêmement passionnant, puisque c'est effectivement, j'ai eu le plaisir et vraiment la grande joie de pouvoir lancer ce troisième plan maladies rares le 4 juillet donc, de cette année. Donc, on est à quelques mois de son lancement, plan qui était extrêmement attendu. Et donc maintenant, nous sommes dans la phase de travail sur la mise en œuvre des 55 actions qui sont prévues dans ce plan. Donc je vais me permettre de faire un petit rappel un peu de ce qu'il y a dans le plan, également de vous parler de l'appel à projet filière, puisqu'on est dans une journée filière, et de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. Et puis, si vous le souhaitez, d'avoir un temps effectivement d'échange à l'issue de cette présentation un peu générale. Donc effectivement, là, j'ai souhaité juste rappeler, parce que je pense qu'il est toujours bon quand même de rappeler que la France a eu une avance assez forte dans le domaine des maladies rares en Europe de façon tout à fait claire, puisque vous le savez, c'est depuis 2004 que le sujet des maladies rares a été défini comme étant un sujet de santé publique au niveau national. Et ça, j'allais dire, c'est à tout l'honneur à mettre au niveau de la France, puisque c'est un des pays qui a pu, dès cette époque, 14 ans déjà, mettre en avant cette problématique. Le sujet aussi du premier plan de maladies rares en 2004 a été aussi de labelliser, donc dans une prise en charge structurée, 131 centres de référence maladies rares à l'époque. Et donc le deuxième plan, qui lui a suivi en 2011, a permis, lui, la structuration à la fois des filières, donc sur les années qui ont suivi la sortie du plan, le lancement aussi de travaux pour la mise en place de la Banque nationale de données maladies rares. C'est un sujet aussi sur lequel on oublie que là aussi, on a une certaine avance, alors qu'il faut qu'on conserve. Et je mets l'accent là-dessus parce qu'on voit qu'encore aujourd'hui, on est encore un peu pas complètement exhaustif sur les données dans cette banque de données, alors que c'est, je pense, pour vos travaux, pour la recherche, un outil qui doit être précieux. Donc il faut qu'on avance et qu'on travaille pour voir qu'il vous soit utile encore plus, et comprendre effectivement ce qu'il peut encore apporter pour la prise en charge dans les centres et pour les filières. Donc, à l'issue de 2016, la question s'est posée, effectivement, faut-il un troisième plan ? Peut-être qu'aujourd'hui, ça semble évident qu'on poursuive les plans, mais ce n'est pas forcément évident toujours. Et la question s'est réellement posée en 2016. Vous le savez, il y a une évaluation qui a été réalisée, qui a permis à la fois de montrer que ces deux plans avaient pu aboutir à des avancées extrêmement importantes dans la prise en charge, dans la recherche, dans la structuration et le maillage territorial pour les patients, mais aussi à montrer qu'il y avait encore des choses à faire au niveau, j'allais dire, d'un suivi national, puisqu'après, ça peut... la règle n'est pas d'avoir des plans ad vitam aeternam. Donc là, en général, on lance des plans, et puis après, la vie normale et quotidienne est reprise en compte. Et donc, toutes les avancées qui ont été faites sont prises dans le travail journalier qui est fait. Là, il a semblé important parce qu'en termes de recherche, parce qu'en termes de gouvernance, parce que sur des sujets européens et internationaux, il a semblé encore nécessaire d'avoir une impulsion nationale qui soit donnée, et donc d'aboutir donc à ce troisième plan. Vous le savez, ce troisième plan donc a été construit avec une méthodologie particulière. Donc il y a eu deux personnalités qualifiées, les professeurs Sylvie Audan et le professeur Yves Lévy, qui ont été donc désignés en 2016.
2016 pour conduire des travaux et aboutir donc à un rapport qui, lui, a conduit à des travaux de rédaction de plans d'action 55, donc actions qui ont été définies. Et donc, c'est le lancement le 4 juillet 2018. Ce moment, c'est aussi pour moi le temps de remercier. Alors, je le dis de façon tout à fait humble parce que je n'étais pas à cette phase des travaux. Donc, je mesure en tout cas le travail extrêmement important qui a pu être fait par tous les acteurs, les acteurs de professionnels de santé, mais aussi extrêmement important les associations qui ont été des aiguillons et également des co-rédacteurs dans tous les groupes de travail, des représentants des associations de patients ou de leurs proches étaient présents. Et donc, c'est un moment toujours de remerciement et de saluer ce travail qui a pu être fait pendant 2 ans et qui a abouti à ce 3e plan. Je mets juste cette diapo, mais devant votre public, je pense que ce n'est pas la peine d'y revenir. Vous connaissez mieux que moi les enjeux et les chiffres qui sont derrière tout le travail que vous faites. Alors peut-être juste s'arrêter sur un sujet, puisque le 3e plan a mis en avant la question du diagnostic et du travail sur les impasses qui peuvent résulter dans la prise en charge du patient. Et donc, on est toujours sur ces 1,5 ans pour poser un diagnostic, et parfois plus de 5 ans. Pour un quart des personnes atteintes, on a parfois donc plus de 5 ans pour avoir un diagnostic. Donc c'est un enjeu, vous le savez. Le 3e plan a mis quasiment dans tous ces axes le sujet du diagnostic et de la façon dont on pouvait avancer sur le sujet, avec un objectif défini de façon très claire et très ambitieux qui nous responsabilise et qui nous engage, donc, qui est d'avoir un diagnostic à l'issue du plan à 1 an, en l'état bien sûr des connaissances, des connaissances médicales dont on dispose, mais de passer à un diagnostic pour les personnes atteintes à 1 an. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Sur les ressources, vous le savez aussi, je rappelle juste parce que nous avons eu une nouvelle labellisation en novembre 2017 et qui a permis d'aboutir donc à 387 centres de référence et plus de 1800 centres de compétences ou de ressources. C'est une nouveauté, effectivement, cette labellisation des 1800 centres de compétences ou de ressources, puisqu'effectivement, auparavant, ces centres, la plupart existaient, mais n'étaient pas rendus visibles. Ces 387 centres, vous voyez un maillage, on est passé des 180 il y a une quinzaine d'années à aujourd'hui 387. C'est un maillage de proximité extrêmement important. 23 filières, donc là les filières, c'est depuis à peu près 2016 qu'elles sont à peu près toutes, j'allais dire, en fonctionnement et en organisation bien précisée, donc c'est encore récent et on pourra y revenir. Les 24 réseaux européens de référence, vous savez que dans les 24 figurent des réseaux de cancers rares également, et plus de 220 associations de personnes malades ou de proches qui travaillent au quotidien avec vous et avec nous. Un contexte qui était particulièrement favorable, j'ai essayé de le tracer rapidement, mais en termes de politique nationale, en tout cas, il y a aujourd'hui, depuis 2018 et 2017, des jalons, j'allais dire, qui pourront être utiles pour la mise en œuvre de ce plan. Il y a une stratégie nationale de santé 2018-2022. Il y a donc toute cette structuration des filières de santé maladies rares sur lesquelles on pourra revenir. La labellisation des centres, donc à la fin 2017. Le développement donc d'une médecine personnalisée, vous le savez, depuis 2017. Il y a un plan médecine France génomique 2025 qui a été donc lui aussi lancé et annoncé et qui aura bien sûr des interactions extrêmement étroites avec les travaux du plan national maladies rares. On a également le plan cancer 3 qui aboutit dans cette période. La montée en charge de la BNDMR. Je sais que FIMARAD est une filière pilote pour les déploiements de BAMARA avec des chargés de mission dédiés, et c'est un exemple pour beaucoup de filières sur lesquelles on aimerait pouvoir discuter et travailler et voir les avancées que ça peut vous apporter.
L'Europe et les ERN, donc je le disais tout à l'heure, l'avance qu'avait pris la France sur le sujet des maladies rares a également permis de donner quasiment un modèle pour l'Europe, avec cette structuration et ces ERN, ces réseaux européens de référence qui ont été mis en place et qui, eux, donc, là aussi, pour FIMARAD, c'est quelque chose de très concret, puisque vous avez une coordination également d'un de vos centres dans l'ERN Skin. Et le dernier peut-être point national qui jalonne et qui peut-être donne quelques repères, c'est la stratégie de transformation du système de santé, donc, qui a été annoncé par le président de la République le 18 septembre 2018, Ma Santé 2022, avec, je fais juste rapidement un point, même si ce n'est pas directement lié, mais quand même, j'ai trouvé que dans cette stratégie, qui donc concerne l'ensemble de la prise en charge et des organisations pour tout type de pathologie, les 3 principes donc, pour la transformation qui ont été annoncés, placer le patient au cœur du système et faire de la qualité un enjeu crucial, faciliter l'accès aux soins par un maillage territorial de proximité et une gradation des soins, et repenser les métiers et les modes d'exercice. Ces sujets, en tout cas, sont des sujets sur lesquels vous travaillez d'ores et déjà, sur lesquels vous avez parfois une avancée par rapport à d'autres tout types de prise en charge. Placer le patient, je parlais de la place importante que les associations ont eue et ont encore sur les lancements des plans, sur la co-rédaction des mesures et sur ensuite leur mise en œuvre. Le sujet aussi du maillage territorial, de la gradation, on parlait des différents centres, compétences, le centre de référence, les filières et l'Europe. Tout ça, c'est aussi des sujets de gradation sur lesquels vous avez une avance dans le domaine des maladies rares et qui sera très utile dans ce qui va se faire au niveau des autres domaines. Et repenser les métiers et les modes d'exercice. Donc là aussi, peut-être une avance particulière. Les modes d'exercice, et vous l'avez entendu sans doute, c'est d'avoir beaucoup plus de collégialité. C'est l'exercice encore plus mixte qui va être mis en avant pour la prise en charge des patients. C'est quelque chose que vous connaissez particulièrement. On va travailler sur des RCP. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous nous attendez au niveau national de façon très, très importante. Les métiers, c'est chez vous aussi en termes de biostatisticiens, en termes de de conseillers génétiques. C'est là aussi dans le plan des attentes extrêmement fortes que vous avez souhaité qu'on fasse figurer, sur lesquelles il faut qu'on travaille pour là aussi faire avancer les choses. Alors peut-être revenir juste aux annonces et aux 55, je ne vais pas vous les décliner bien sûr, des 55 mesures du PNMR 3, avec son titre qui, j'allais dire, résume un peu la grande ambition, s'il doit en rester une, dans l'ensemble des 5 ans qui sont là. Partager l'innovation, un diagnostic et un traitement pour chacun. Donc le sujet du diagnostic, le sujet de l'innovation sont au cœur de ce plan, avec les 5 ambitions que vous connaissez aussi. Le diagnostic rapide, l'innovation pour traiter, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades. Vous allez, Christine Bonnemère l'a dit tout à l'heure, vous allez y travailler au sein de cette journée, communiquer et former, moderniser les organisations et optimiser les financements. Il y a 11 axes de travail. J'ai pointé sur les 11, il y en a 8 qui clairement touchent de près le diagnostic ou l'impasse. Donc ça confirme le titre qui est de ce plan. Sur la réduction donc, de l'errance et de l'impasse diagnostique, on a, vous le savez, un registre qui doit être mis en place, un registre errance et impasse diagnostique. Donc errance et tout ce qui se passe en amont, et impasse diagnostique, j'allais dire, c'est ce qu'on fait ensuite et l'espoir qu'on peut donner aux patients en termes de recherche. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas rappelé, mais c'est l'occasion de le dire là. Le 3e plan est un plan qui est copiloté de façon étroite entre le ministère donc chargé de la santé et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est pas un vain mot. Là aussi, vous l'avez sans doute vu dans ce plan. Il y a un axe étroit de relation entre la clinique et la recherche qui est
mis en avant. Et donc, quand je parle d'impasse diagnostique, on va y travailler au niveau de la santé, mais la recherche, en fait, reprend la main pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des patients, effectivement, qui auront été diagnostiqués, entre guillemets, ou qui seront considérés en l'état de l'art comme étant, ne pouvant pas avoir un diagnostic défini et précis. Eh bien, il y a des possibilités en termes de recherche qui vont être travaillées. Donc, il y a des appels à projets européens qui sont en train de se mettre en place, suivis par le MESRI et qui vont donner là aussi des perspectives pour la suite. Le dépistage néonatal et les diagnostics préimplantatoires pour permettre donc bien sûr les diagnostics plus précoces, toujours dans le cadre de l'amélioration du diagnostic. Sur cet axe, on est très en attente de ce qui va se travailler avec les parlementaires au sein de la loi de bioéthique. Il y a certains sujets, certaines actions sur lesquelles on peut d'ores et déjà avancer, mais d'autres en tout cas sont conditionnés par la discussion nationale qui va s'engager au niveau de nos politiques et ensuite qui sera traduite par le gouvernement. Et donc, en tout cas, on a des ambitions sur ces sujets. La France était très en avance à une époque, avec les 5 diagnostics qui sont obligatoires ou existants. Et aujourd'hui, on le sait, on n'est plus si en avance que ça. Il y a des pays européens qui ont 20, 25 diagnostics qui sont prévus. Et nous, il faut qu'on puisse avancer sur ces sujets. Mais ça, c'est très conditionné à ce qui sera discuté dans la loi de bioéthique. Le partage des données, donc pour favoriser le diagnostic et les nouveaux traitements, mais aussi pour la recherche, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Promouvoir l'accès aux traitements pour les maladies rares, là aussi un objectif ambitieux d'avancer sur l'accès aux traitements. Impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares. Favoriser l'émergence de l'innovation et son transfert. Dans la recherche, on a aussi beaucoup mis l'accent sur la recherche translationnelle. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il y aura des moyens, en termes d'appel à projets, qui vont être un peu plus précisés et rendus visibles. Améliorer le parcours de soins, des enjeux aussi, quand je parlais de diagnostic, sur l'annonce du diagnostic, sur l'éducation thérapeutique du patient, qui seront également mis en avant. Permettre une société inclusive des personnes atteintes de maladies rares et de leurs aidants. Donc, quand je parle du ministère de la Santé, derrière, bien sûr, il y a les directions qui sont concernées. Donc, il y a la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins. Il y a également, bien sûr, la Direction Générale de la Santé, la DGS. Et il y a aussi la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DGCS, qui est très concernée par cet axe sur la société inclusive. Former les professionnels de santé à mieux identifier et prendre en charge les maladies rares, un axe d'information et de formation. Je rattache toujours à mon sujet diagnostic. Là, on sait que c'est un enjeu pour pouvoir permettre de former les professionnels de santé qui ne sont pas forcément directement dans ces sujets de maladies rares, mais au moins qui peuvent avoir ce qu'une association a mis très en avant, la culture du doute. Et donc, c'est un sujet, là aussi, il faut qu'on travaille et quelles actions on peut mettre derrière pour infuser cette culture du doute et avoir ce réflexe de penser à regarder ce sujet de maladies rares. Renforcer le rôle des filières de santé sur les enjeux du soin et de la recherche. Vous le voyez, on a une attente particulière sur les filières qui a été renforcée. Une attente particulière parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 2 ans réellement qu'elles sont structurées et en fonctionnement pour toutes. Et on voit que c'est des formidables structures pour pouvoir avancer, pour pouvoir diffuser les informations, pour apporter de la transversalité, pour donner des ambitions. Et donc, on a souhaité, dans ce plan, encore plus mettre en avant le rôle des filières. Et donc, le dernier axe, préciser le positionnement et les missions des autres acteurs nationaux des maladies rares, Orphanet, les différents organismes qui participent à nos actions. Pardon. Alors, à l'issue, je le disais tout à l'heure, du plan, dans 2022, un objectif très ambitieux, les 2 objectifs, avoir un diagnostic précis 1 an après la consultation médicale spécialisée, je précise toujours en fonction de l'état de l'art scientifique et technique, et pouvoir bénéficier de soins et thérapies disponibles. Donc, les personnes sur lesquelles, effectivement, au bout d'1 an, il ne sera pas possible de fixer un diagnostic, l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir leur proposer un programme donc global coordonné de diagnostic et de recherche.
Une gouvernance donc, qui, là aussi, matérialise, comme je le disais tout à l'heure, ce copilotage entre les deux ministères, avec un comité stratégique donc, qui sera au niveau des cabinets des deux ministères recherche et santé, qui veillera donc, à la réalisation du plan, qui orientera sa mise en œuvre, proposera bien sûr des adaptations et remettra un rapport annuel au Premier ministre. Les associations de personnes malades sont représentées dans ce comité, dans toutes nos instances de gouvernance, puisqu'en plus de ce comité stratégique, il y aura un comité opérationnel où 5 associations seront représentées, ainsi que des représentants des filières. Et nous aurons donc, qui existe déjà, le comité de suivi de la labellisation des centres et des filières, qui lui aussi inclut des responsables de centres, de filières et d'associations. Nous continuons à avoir le COPIL filière qui existait depuis plus d'1 an et donc il continuera à travailler puisque, comme on le voyait, il y a un axe particulier sur les filières et donc il y aura sans doute à réfléchir sur la façon dont il doit avancer et travailler. Là aussi, un petit zoom sur les appels à projets qui sont prévus par le 3e plan national maladies rares. En plus donc, des financements, j'allais dire, qui existent d'ores et déjà pour les centres et les filières, il a été prévu donc, des financements supplémentaires pour certaines axes, donc j'en ai relevé que quelques-uns, qui fonctionneront par appel à projets. Donc on a les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, le PNDS. 20 millions d'euros seront sur la durée du plan mis dans ces programmes. Alors je l'ai mis en premier parce que c'est vraiment pour nous un enjeu extrêmement fort au niveau de la santé. On voit que déjà, c'est dans les missions des filières et des centres d'avoir ces PNDS. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas très avancé. Donc on s'est dit, il faut mettre un petit booster. On sait que c'est un travail énorme de faire un PNDS. J'ai pu rencontrer plusieurs responsables de centres qui m'ont expliqué la façon dont ça se travaillait et se faisait, avec plusieurs mois de travail. Et pour nous, en tout cas, c'est des enjeux extrêmement importants. On voit qu'on est sollicité par des patients de toutes parts. Entre professionnels aussi, vous avez des interrogations. Et ces PNDS, pour nous, sont notre boussole pour pouvoir assurer, j'allais dire, aux patients qu'une prise en charge harmonisée en tout cas existe, que des éléments de jalons scientifiques sont précisés et donc on a voulu mettre un accent particulier en donnant des moyens en plus sur ce sujet. On a également l'éducation thérapeutique des patients sur la durée du plan qui est dotée donc, de moyens supplémentaires également. Les associations donc, de personnes malades prendront part à cette action. Alors je sais aussi que FIMARAD a initié déjà des projets d'ETP sur lesquels on pourra capitaliser et pouvoir mutualiser, j'allais dire, les bonnes pratiques et les bonnes expériences. Un zoom aussi sur la formation des professionnels aux maladies rares. Sur la durée du plan, 10 millions d'euros sont dotés pour pouvoir, là aussi, accompagner, j'allais dire, les projets que vous auriez dans les filières, dans les centres, à destination des professionnels de santé. On a aussi 2 plateformes sur lesquelles on souhaite pouvoir mettre un zoom particulier avec 10 millions d'euros pour les plateformes d'expertise, donc maladies rares. Vous connaissez sans doute, il y en a 4-5 qui existent déjà au niveau national, qui sont des plateformes au niveau souvent des CHU pour pouvoir là aussi apporter de la transversalité au niveau de la prise en charge des patients dans un même établissement. Donc c'est vraiment des plateformes qui sont au sein d'un établissement et qui, comme ça peut se faire à Necker, à Bicêtre, je sais aussi à Montpellier, il y a des bonnes idées là qui ont émergé, qui nous ont semblé intéressantes de pouvoir accompagner pour d'autres établissements qui souhaiteraient s'y engager. Les plateformes aussi d'outre-mer, on a prévu des moyens également supplémentaires pour pouvoir apporter dans les outre-mer où il n'est pas possible parfois d'avoir tout un maillage de centres de référence aussi dense que souhaité, en tout cas d'avoir un relais aussi avec ce qui se passe dans l'Hexagone. Et donc il y a un appel à projet qui va se faire. Le professeur Jondot nous accompagne sur ce sujet parce qu'il a déjà une expertise et des choses qu'il a pu mettre en place et donc on pourra là aussi doter de moyens supplémentaires les bonnes idées.
La recherche, je ne m'étends pas parce que ce n'est pas le sujet que je suis directement, mais par contre, on travaille avec nos collègues de la DGRI assez régulièrement et on les accompagne sur les projets de recherche qui vont pouvoir se mettre en place. Et l'European Joint Programme étant le plus emblématique, puisque c'est celui effectivement qui permettra d'avancer sur les impasses diagnostiques au niveau européen. Voilà sur la partie du plan. Je vais peut-être juste terminer ma présentation un peu longue, excusez-moi, mais par l'appel à projet filière. Puis ensuite, bien sûr, je répondrai à vos questions. Comme je le disais, zoom particulier mis sur les filières et sur leur rôle important qu'elles ont eu depuis ces 2 années et sur lesquelles on souhaite encore qu'elles puissent encore plus accompagner la mise en œuvre des actions du plan pour le bénéfice des patients. On a donc lancé il y a quelques semaines, l'appel à projet a été diffusé. Les candidatures donc, sont attendues pour la fin janvier 2019. C'est l'axe 10 donc, du PNMR, renforcer le rôle des filières dans les enjeux de soins et de recherche. Il y a un zoom particulier par rapport à ce qui peut-être existait avant sur la recherche, là, qui est demandé aux filières. Je sais que ce n'est pas facile, on a eu l'occasion d'en parler avec quelques responsables de filières, de coordonner ces sujets-là, mais ça nous semble être un niveau intéressant. Et donc, on a dans l'appel à projet conforté les 23 filières, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément ouvert le sujet en se disant on ouvre et on laisse les recompositions de périmètres de filières se faire. Pourquoi ça? Pourquoi ce choix? On s'est posé la question, mais parce qu'en fait, on a eu un bilan qui a été fait en avril avec les différents responsables de filières lors du COPIL filière. Et ce bilan a abouti à ce que les responsables de filières nous convainquent qu'il était important de laisser encore du temps aux filières qui ont en général, je vous le disais, 2 ans de fonctionnement réel. Donc c'était un peu court pour, j'allais dire, tirer des conclusions et de changer les périmètres. Et aussi parce que les périmètres actuels ont paru intéressants et devoir être prolongés. Les bilans donc, seront demandés des réalisations et les projets pour 5 années dans les domaines améliorer le diagnostic et la prise en charge dans le domaine des maladies rares, favoriser la recherche sur les maladies rares, développer les volets européens et internationaux, favoriser donc l'information et contribuer à la formation sur les maladies rares. Il y aura un jury en février qui se réunira pour discuter des candidatures. La labellisation sera de 5 ans et on prévoit bien sûr des modalités de suivi, notamment avec ce comité donc, de suivi de la labellisation, CRMR et filière, qui donc s'est mis en place en juin et sur lequel on discute à cet endroit, en tout cas, de ce qui peut poser question ou discussion. Alors après, je vous ai mis un zoom mais qui est très long, donc je vais sans doute pas le présenter, en fait, de l'appel à projet, de son contenu et de ce qu'il contient, parce que voilà, je préfère à la rigueur répondre à vos questions sur l'ensemble des missions qui sont attendues. Je regarde rapidement, mais je pense que c'est un petit peu fastidieux de vous présenter l'ensemble et peut-être qu'on peut plutôt prendre ce temps pour discuter d'échanger si vous le souhaitez. Je vous remercie.